Eh ben, bonjour et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Ce qu'on s'est dit pour démarrer, vu que c'est la dernière conf de la journée et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on s'est dit qu'on allait se présenter en bref. Bref, je m'appelle Loïc Ortola et quand j'avais 12 ans, on m'a offert un bouquin pour apprendre à programmer. J'ai trouvé ça facile et stimulant. Du coup, j'ai fait mon premier site. Il était dégueulasse, mais en vrai, moi j'ai kiffé. Le problème, c'est que j'ai voulu le publier et là, ça a été un peu plus compliqué. J'ai dû apprendre Linux, j'ai dû apprendre le routing, j'ai dû apprendre le protocole FTP. J'ai rien compris, c'était pas facile, c'était pas stimulant. J'y suis arrivé quand même, mais je me suis dit que dans tout ça, le mieux, c'est quand même le dev. Donc, en bref, je suis devenu dev. Bref, moi, c'est Aurélien Moreau. Et moi, à 12 ans, je ne connaissais pas Loïc, je ne développais pas, je ne mettais pas en production. Moi, à 12 ans, je jouais. Et quand on voulait jouer avec des potes, on avait besoin de faire un réseau. Moi, je ne savais pas faire de réseau. J'ai demandé à mes potes s'ils savaient faire un réseau, ils ne connaissaient pas. J'ai demandé à mon père s'il savait faire un réseau, il ne connaissait pas. J'ai demandé à ma mère si elle savait faire un réseau, elle m'a dit « va ranger ta chambre ». Bref, j'ai appris à faire un réseau et je suis devenu Ops. Maintenant, nous, on connaît bien les architectures DevOps. On est allé voir le DevFest Toulouse pour en parler. Ils nous ont dit « mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et nous, on a répondu « on va faire ça, 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 ça et ça ». Le DevFest a répondu « ok ». Bref, bienvenue à tous dans notre talk sur les architectures GitOps end-to-end. Alors Aurélien, c'est quand même allé un petit peu vite. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire ensemble dans les 39 minutes qui nous restent? Du coup, en bref, mais en un peu moins bref, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'on va monter une infrastructure complète sur Kubernetes avec une application 3 tiers scalable, un socle d'observabilité et le tout, vu qu'on fait du DevOps, on aime bien l'automatisation, déployée via un pipeline. Et ça commence par le crash course. On va parler d'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est vraiment nous ce qu'on en a comme idée avec Loïc de l'infrastructure as code. Nous, l'infrastructure as code, on la voit en 3 étapes avant de pouvoir hoster son applicatif. C'est ce qu'on a appelé l'architecture ICA. On va voir ce que ça veut dire I, C et A. Le première étape, c'est le I, c'est pour infrastructure provisioning. En gros, c'est une réponse. Il me faut des serveurs pour déployer un applicatif, pour faire tourner un applicatif. Alors, quand tu dis il te faut des serveurs, ça veut dire que tu vas acheter ton hardware, mettre ton disque dur, brancher tes nappes, tes câbles. Je prends mon petit serveur, hein, je prends mon vélo, je le mets sur le porte-bagages, je vais en data center, je vais racker tout ça. Non, bien sûr, aujourd'hui, grâce notamment à l'arrivée des cloud providers, on peut faire tout ce qu'a dit Loïc, mais très facilement, soit via des dashboards, soit via des API. Par contre, ça reste du hardware. Ça reste du hardware, tout ça. Donc ça, c'est la partie 1 de l'architecture ICA. Je mets en place mon infrastructure. C'est du hardware, même si je le fais par API, et ça s'appelle l'infrastructure provisioning. La deuxième étape, c'est le C de ICA, c'est pour configuration management. En gros, il faut configurer mes serveurs, mon infrastructure, une fois que je l'ai déployé. En gros, ça va être, par exemple, installer un OS sur un serveur, provisionner les comptes, gérer toute la sécurité d'un serveur. C'est ce qu'on appelle le socle technique. C'est ça le mot-clé, le socle technique. Le socle technique. Mais ça reste du software à ce niveau-là. Ok, super. Donc ça, c'est l'étape 2. Je configure mon infra, c'est du software. On appelle ça le config management. Et puis la dernière étape, ça va être le A pour application orchestration. Cette partie-là, en fait, elle va correspondre au fait que je veuille faire tourner mes applis maintenant que mon socle technique est prêt à les recevoir. Et donc, cette partie-là, c'est une partie qui va prendre en fait tout le temps. Le cycle de vie de tout ça est beaucoup plus long. C'est déployer mon appli, faire des rollbacks, gérer sa configuration, gérer son cycle de vie, gérer sa publication. Bref, en fait, c'est toutes ces étapes-là qui sont autour de mon application sur toute sa vie. Donc, la troisième étape, je gère mes applications. C'est le A de l'architecture ICA, Application Orchestration. Super, donc on récapitule. 3 étapes avant de pouvoir hoster un app. Première étape, instanciation du serveur, du réseau, du stockage, infrastructure provisioning. Deuxième étape, je configure mon serveur, j'installe le socle technique, c'est le configuration management, le C. Et puis troisième étape, je déploie, j'orchestre la vie, la conf, la publication de mes applis, c'est l'application orchestration, ICA. Super. L'infrastructure as code, pour nous, c'est quoi? C'est de faire ces 3 choses-là, mais sous forme de code. C'est tout bête. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces 3 familles, on va avoir aussi 3 familles d'outils qui vont chacun adresser une partie. Ouais, parce qu'on ne fait pas de l'infrastructure as code comme ça, en claquant des doigts. On va utiliser des outils pour faire ça. Et donc, on a fait des choix d'implémentation dans ce qu'on va vous présenter.
Pour l'infrastructure provisioning, nous, on est parti sur Terraform. Donc, il y a des alternatives, notamment Pulumi, qui est assez récent. OpenTofu, maintenant, depuis que Terraform a changé son licensing. Exactement, OpenTofu également. Le configuration management, on va utiliser le bien nommé Ansible. Là aussi, il y a des alternatives, Chief, Puppet, Salt, par exemple. Et pour l'application orchestration, en fait, on va utiliser Kubernetes et son écosystème, notamment Helm, mais on aurait pu utiliser d'autres trucs, évidemment. Bon, on résume. L'infra as code, ça représente un principe, c'est celui de décrire la plupart des procédures Ops qu'on peut automatiser sous forme de code. Et l'architecture ICA, c'est le I pour infrastructure provisioning, le C pour le configuration management et le A pour l'application orchestration. Et ça tombe bien, c'est fait pour l'infra as code et on a un petit article qui vous résume tout ça si vous voulez avoir plus de détails. À ne pas lire pendant la conférence, bien sûr. Oui, bien sûr. On attend. Ok, infra as code, c'est fait. Maintenant, on va parler de GitOps. L'infrastructure as code, comme vous le disiez Aurélien, c'est du code. Donc ça va nous permettre de décrire l'état de mon infrastructure à un instant T. Comment est-ce qu'on gère l'évolution de notre infra au fur et à mesure que le temps avance? Et bien, comme on gérerait les évolutions qu'on va faire sur du code. On va utiliser des gestionnaires de version comme Git. Et ça, ce qui est trop bien, c'est que Git, on adore, ça nous permet de connaître l'état du code à un instant T, mais ça me permet de l'auditer, de revenir en arrière. Je peux faire des tags, je peux faire des branches. Mais du coup, moi, attends, je fais aussi du code. Maintenant, vraiment, le Terraform, c'est vraiment du code Terraform, par exemple. C'est des extensions .tf, ça va être du code qu'on va pouvoir mettre dans Git. Est-ce que je pourrais pas faire pareil, moi aussi, du coup? Je te le demande, Aurélien, est-ce que tu peux pas faire pareil? Il suffit de changer un mot, c'est de parler de code et de mettre infra à la place. Et puis voilà, ça marche. Plutôt simple, finalement. Eh ben, génial. Donc le concept du GitOps, au final, c'est quoi? C'est de dire, je vais essayer de créer une liaison entre ce qu'il y a dans mon repository de code, on va l'appeler ma source de vérité, c'est les plans de mon chantier, et ce qu'il y a de l'autre côté, qui va être l'état de mon chantier, c'est-à-dire l'état de mon infra. Et le GitOps, c'est le principe de dire, je vais vouloir qu'il y ait un flux que dans une direction, et que ma source de vérité, elle soit vraiment dans Git. Parce que maintenant, c'est des fichiers, donc c'est du code. Donc le principe du GitOps, finalement assez simple. Le but, c'est de synchroniser le plan de mon infra, donc le code de l'infrastructure as code, à un instant T avec l'état réel côté infrastructure. Et tout ça depuis Git. Donc ce qui est bien, c'est que Git, ça devient la source vraiment de vérité de ce qu'est mon infrastructure finalement. Super. Bon, ça y est, c'est fini pour le crash course. On attaque, Aurélien, et Exactement. tu vas commencer par déployer l'infra. Exactement. La première étape, on l'a vu, c'est le I de ICA, c'est déployer une infrastructure. Et nous, notre infrastructure, ça va être essentiellement du Kubernetes. En gros, il faut que je dispose d'un cluster Kubernetes. Mais notre cluster Kubernetes, la promesse, c'est aussi qu'il soit production ready et sécurisé. Pour ça, on va utiliser un peu la facilité. On va utiliser un service de Kubernetes managé. Donc là, on va utiliser le service EKS d'AWS. EKS en deux mots, il existe depuis 2018. 2018, pour Kubernetes, c'est une date super importante, parce que c'est vraiment la date où AWS, le roi du vendor locking, je ne sais pas s'il y a des AWS dans la salle, mais c'est les rois du vendor locking. En gros, ils ont quand même été obligés de créer un service de Kubernetes managé, alors qu'ils avaient déjà leur propre service d'orchestration de conteneurs, qui s'appelle toujours d'ailleurs ECS. Qui est le concurrent. Qui est le concurrent, mais du coup, ils ont quand même dû implémenter un Kubernetes as a service, donc là, ça a vraiment mis le tampon en mode Kubernetes, ce sera le standard. C'est pour ça qu'on ne vous fait pas une conf avec Swarm ou avec Nomad, par exemple. Exactement. Alors, les petites particularités, donc c'est une mutualisation du control plane. C'est un cycle de vie entièrement géré par AWS, donc ça, c'est pas mal quand on n'a justement pas les compétences ou l'équipe pour pouvoir gérer un Kubernetes. C'est intégré complètement avec l'écosystème AWS, par exemple pour le stockage, pour la gestion de la sécurité également, avec des comptes IAM qui peuvent être associés. C'est modulaire et customisable, le AKS, on peut rajouter, on peut changer la CNI, le réseau, etc. Et la facturation. Oui, je crois que d'ailleurs, ils sont aussi créatifs sur la modularité et la customisation que sur la facturation AWS. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des alternatives, d'autres cubes managés. Vous allez voir ceux de Google, celui d'OVH, parce que le control plane, je crois que... Il est gratuit chez OVH, on ne paye que le compute. Alors que là, le control plane, il est mutualisé, mais il est payant quand même chez AWS. Voilà. OK, pour la standardisation Ascode, infra Ascode, on va utiliser, on l'a vu, l'outil Terraform de HashiCorp. Terraform en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'automatisation qui va permettre de déployer notre infrastructure côté cloud provider. Okay. Donc on va pouvoir gérer les ressources cloud et les autres services qu'on a besoin de déployer. Et tout ça, on va le faire sous forme de code.
release date 2014, donc c'est pas si jeune. Bon, ils sont passés en V1 assez récemment finalement. On l'a beaucoup vu en V0 Terraform, mais on l'utilisait déjà avant. Et puis à surveiller puisque HashiCorp a changé récemment son mode de licensing, donc il faut regarder. Après, maintenant, il y a des alternatives qui arrivent avec OpenTofu notamment. Et pour l'automatisation, bon, on va utiliser GitLab CI. Voilà. voilà. Très simple. En pratique, qu'est-ce que ça donne tout ça? D'un côté, on va avoir un premier repo qu'on va créer dans GitLab, Loïc vient de le dire, ça va être notre repo Takiwan Infra. Dans ce repo, on va mettre notre code Terraform et on va définir notre CI. Donc notre CI, ça va être quoi? Ça va être déployer avec justement du Terraform, notre code Terraform vers une infra, et l'infra, c'est AWS. Qu'est-ce qu'on va déployer? Essentiellement 2 modules, 2 services. Le premier, c'est le VPC, on a besoin de réseau AWS pour pouvoir faire tourner un EKS. Et le deuxième, c'est l'EKS, justement. Bon, là, ça a l'air simple ce que tu fais comme ça, mais en fait, tu vas déployer des dizaines de ressources. Oui, exactement. Un EKS chez AWS, c'est une 50aine de ressources. Quand on déploie un EKS, de ressources primaires AWS. On peut le faire facilement avec des modules, par exemple, dans Terraform. On aurait pu le faire au Clicodrome, mais du coup, le fait de le scripter dans du Terraform, c'est quand même plus simple. Exactement. Et puis ensuite, on met ça dans un pipeline, hein, c'est ça? Exactement. On va mettre ça dans un pipeline. Notre pipeline, il va ressembler à ça. Donc ceux qui connaissent un petit peu Terraform, vous allez retrouver les commandes Terraform en fait, qu'on utilise quand on veut déployer sur un cloud provider. Le Terraform Plan qui va nous permettre de planifier finalement notre futur déploiement. Donc il va s'assurer de la cohérence avec de l'infrastructure qui est en place, savoir un petit peu les différences qu'il va injecter quand on va faire le step suivant, le apply. Le apply, c'est quoi? C'est vraiment déployer la nouvelle infrastructure qu'on a besoin d'implémenter. Okay. Le destroy, on ne le touche pas trop sur la prod. Le destroy, on évite, notamment en prod. Mais par contre, pour du POC, ça va être un utile. truc qui est à noter, c'est que là, on a un fichier en bas qui s'appelle le tfstate, qu'on a mis dans un bucket S3 qui est versionné, sécurisé, chiffré, tout ce que vous voulez. Dans ce tfstate, c'est un fichier très important parce qu'il y a toutes les données des ressources qu'on va manager avec Terraform. Si on perd ce fichier, on perd les identifiants et les secrets qui nous permettent de nous connecter au cluster, on perd toutes ces choses-là. Donc c'est un fichier sensible qui va nous être très important. Ok, où est-ce qu'on en est? On a vu l'épisode 1, on a mis en place notre infrastructure provisioning, le I de ICA. On a utilisé pour ça Terraform. On a créé un repo Takiwan Infra dans lequel on a mis ce code Terraform. Et on a automatisé tout ça avec un pipeline pour déployer notre infrastructure. Donc ça y est, tu peux déployer le cluster, il va être tout neuf, tout Exactement. propre. Il est tout neuf, il est beau, le cluster. Voilà. On a notre cluster Kubernetes. Bon, le problème, c'est qu'il est vide, ce cluster. Et ça tombe bien, il est vide, mais le but, c'est de le configurer. Et ça, c'est l'objet de l'étape 2, le configuration management. Donc ça y est, j'ai un cluster, il est vide, et je vais le configurer. C'est l'étape 2, c'est du config management. On va utiliser Ansible, comme on vous l'a dit tout à l'heure. 2 mots sur Ansible, c'est une plateforme qui est là pour configurer et manager des serveurs. Il a longtemps été utilisé pour faire du déploiement, de l'exécution de tâches et de plus en plus pour du config management. Il n'est pas tout jeune, c'est 2013, racheté par Red Hat pour une belle somme d'ailleurs 2 années plus tard. Ouais, faites de l'open source. Voilà, ça marche. Ça marche bien. Et donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai besoin de configurer mon cluster puisqu'on l'a déjà provisionné avec Terraform? En fait, mon cluster Kubernetes tout frais, il n'est pas prêt à recevoir mes applis. Il va falloir que je fasse plusieurs choses. Par exemple, pour me permettre de sortir et de publier des services en dehors du cluster, il va falloir que j'installe des trucs dedans. Par exemple, un ingress controller, un cert manager pour générer des certificats automatiquement. Pour ceux qui connaissent, vous allez vous y retrouver. Pour les autres, comprenez qu'il me reste plein de choses à faire. Il faut que je le sécurise, il faut que je mette des rôles, des service accounts, il faut que je mette des identifiants pour me connecter à mon registry privé Docker et ramener les images. Bref, j'ai besoin d'un certain nombre de choses qui vont me permettre de le configurer avant que je sois prêt à recevoir des apps. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Pour Linux, quand vous utilisez Linux et que vous voulez installer des packages ou des choses comme ça, vous utilisez des package managers, APK, Yum, etc. En fait, l'écosystème Kubernetes a pensé à ça aussi. Donc typiquement avec Helm, qui est aussi un projet CNCF, et Helm va nous permettre de pouvoir installer, par exemple, cet ingress controller dont on vous parlait. Si vous voyez la sémantique, c'est quelque chose avec laquelle n'importe quel admin système ne sera pas perdu. Donc très bien, c'est très facile à faire. Et en fait, on va faire ça avec Ansible.
Un truc qui est intéressant, c'est que il va falloir aussi qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on interface cette partie config management avec ce qu'on a fait avant dans Terraform. C'est là où souvent il y a de la difficulté. C'est pas de comprendre Terraform ou de comprendre Ansible, mais c'est comprendre comment on interconnecte les deux. Et on va utiliser ce super fichier, le tfstate. Dans le tfstate, rappelez-vous, il y a tout. J'ai des variables de sortie, mais j'ai aussi ce qu'on appelle le kube config. C'est en fait un fichier dans lequel tout est dedans. J'ai le endpoint, le certificat, la clé privée. En gros, tout ce qui va m'être nécessaire pour me connecter à mon cluster avec les bons droits. Donc en fait, moi je vais récupérer avec Ansible ce kube config, je vais monter des variables et je vais l'utiliser pour me connecter sur mon cluster via la kube API. Une fois que je vais faire ça, je vais pouvoir exécuter. Ansible, en fait, voyez-le comme une machine à exécuter des procédures. Okay, donc un tutoriel où tu dirais installe ce truc, attends que ça se soit dispo, puis exécute cette commande. En fait, Ansible, il va exécuter ça. Ça s'appelle un playbook. Et le playbook, ça va être configure cluster, par exemple. Et là-dessus, je vais tout installer. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit, comme on n'a pas 3 heures, mais que 40 minutes, faites-nous confiance, on l'a fait. Et on va faire un petit point sur nos repos. Donc, côté repository, en fait, on a toujours ce repo Taki1 Infra, dans lequel on a mis notre code Terraform pour le I de ICA, le code Ansible avec les différents rôles qu'on installe sur notre cluster, le config management, et tout ça, vu qu'on a automatisé, on a créé un pipeline. Le pipeline, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. On retrouve le pipeline avec le code Terraform, dans lequel on a ajouté le configure cluster, le code Ansible. Donc chaque job, finalement, chaque étape de notre provisioning d'infrastructure et de socle technique, mais en fait, on le retrouve dans notre pipeline. Donc cette fois, on s'éloigne un petit peu du life cycle de Terraform, mais on va plutôt retrouver nos étapes de l'architecture ICA, provisionner l'infra et ici configurer le cluster. Comme Ansible va avoir des choses qui créent aussi des entrées, par exemple dans des serveurs de nom ou des choses comme ça, on va avoir aussi un job de destruction pour Ansible. Voilà. Et tout ça, la cohérence, si vous avez suivi, en fait, elle est assurée par un fichier qui est super important, c'est le tfstate. Okay. Très bien. Donc, il faut retenir que dans ces deux étapes, on a fait l'infrastructure provisioning et le config management. Tout ça, c'est dans un repo, dans le pipeline. Et pour les interfacer, j'utilise le tfstate. Donc, où est-ce qu'on en est? L'épisode 1, on a mis en place notre infrastructure provisioning avec Terraform. On a tout mis dans un repo Taki1 Infra et on a fait un pipeline pour lancer tout ça. Étape 2, Loïc a configuré le socle technique avec Ansible et on a également mis à jour notre pipeline pour lancer ce code Ansible. Bon, ça y est, joli cluster, sécurisé, prêt à l'emploi. Il est plus vide maintenant, notre cluster, il ressemble à ça. Donc du coup, on va pouvoir mettre nos applis là, ça y est. On est prêt à recevoir des applicatifs. Et bien ça tombe bien, c'est l'objet de la prochaine étape, l'étape 3, déployer mes apps. Donc là, ça y est, je vais commencer simplement et je vais essayer de déployer juste un website qui s'appelle Hello. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, on va créer nos ressources, notre deployment, notre service, notre ingress. Pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, imaginez un docker compose.yaml. Okay, vous décrivez un fichier YAML dans lequel vous dites que vous allez mettre des images, etc. En fait, Kubernetes utilise le même type de fonctionnement, c'est juste qu'il y a plusieurs types de YAML pour plusieurs types de ressources. Donc c'est quelque chose d'en fait très simple à faire et à appréhender. D'ailleurs, c'est à la portée d'un dev comme moi. Donc c'est vrai que même un dev peut faire ça. Donc on y arrive bien. On y arrive bien. Donc c'est cool. Moi j'y vais, je me chauffe, je vais faire les 3 tiers. Donc là je fais le website, l'API, l'ADB. Donc l'ADB, je ne vais pas l'exposer et la publier en dehors du cluster. Non. Je crois que c'est pas une bonne idée. Par contre, Aurel, j'ai un petit problème, c'est que pour l'ADB, c'est pas éphémère en fait. J'ai besoin de persister de la donnée. C'est un peu le but d'une base de données, de justement persister de la donnée. Donc on ne veut pas que quand on redémarre la base de données, en fait on perd toute la donnée qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle la persistance dans Kubernetes. En fait, la persistance, c'est assez simple, puisque, je l'ai dit, EKS, il profite de l'écosystème AWS. Et dans cet écosystème AWS, en fait, le EKS, il arrive avec directement un plugin qui nous permet de gérer la persistance, de monter des disques dans notre base de données, en l'occurrence. Voilà, donc la persistance facile. Kubernetes gère tout ça aussi en natif, exactement, avec les persistants de volume, voilà, les avec claims, de nouvelles etc. ressources qui vont permettre de faire ça. Donc la vraie question, c'est pas comment on gère la persistance, Loïc. La vraie question, c'est comment on va faire ça. Comment on va avoir une base de données scalable, résiliente, avec un backup. En gros, comment on va rendre notre base de données production ready.
Et moi, une base de données production ready, elle a des specs. Les specs, c'est qu'elle soit répliquée, scalable, avec un failover automatisé, hautement disponible, des wall logs centralisés pour si on fait du Postgre, des backups managés, pouvoir aussi rollback, donc faire des restores hyper facilement, faire des point-in-time recovery, pouvoir cloner notre base de données. Moi, je veux pouvoir faire tout ça. Bon, là, pour dire c'est production ready. Là, tu es vraiment dans ton rôle de Ops, là, mais du coup, on va faire quoi? On fait tout ça à la main? Tu as prévu combien de temps pour faire tout ça à peu près? Vu les specs, j'ai prévu à peu près 3 mois pour faire tout ça. En même temps, les gens sont chauds. Là. Ils ont l'air chauds, c'est la dernière chose, donc là, on a le temps. On va peut-être pouvoir y aller. Si on n'avait pas 3 mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je connais, par exemple, Amazon a un service manager qui s'appelle RDS. C'est vrai qu'on pourrait faire du RDS. Le problème, c'est que la promesse qu'on a faite, c'est que on soit un petit peu agnostique de tout ça. On vous parle de KS, mais en fait, on aurait pu déployer la même infrastructure sur un autre cluster Kubernetes. Okay, mais RDS, ça commence à se baquer avec AWS. On n'est pas très agnostique. Quand on va falloir bouger notre donnée, ça va être compliqué. Puis en plus, je crois que ça coûte une blinde. Et en plus, RDS, ça coûte une blinde. Donc, on va faire autre chose. Et dans Kubernetes, ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est que tout est ressources. Okay, donc, ce qu'a créé Loïc, son applicatif 3 tiers, etc., il a créé des ressources dans Kubernetes. Et il y a même une ressource dans Kubernetes pour créer de nouvelles ressources. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vu qu'on n'a pas trop le temps, le pattern pour faire ça, c'est ce qu'on appelle, pour étendre les fonctionnalités Kubernetes, c'est ce qu'on appelle un opérateur. Un opérateur, ça s'appuie sur 2 éléments. Le premier élément, c'est la ressource, la définition de la ressource en elle-même, la nouvelle ressource qu'on veut créer. Ça s'appuie sur le CRD, le Custom Resource Definition. Pour les devs, c'est un descripteur de schéma, en fait. Exactement. Mais par contre, une ressource comme ça, toute seule, ça ne sert à rien. Il faut quelque chose qui contrôle cette ressource, qui puisse faire des actions quand on crée cette ressource. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôleur au niveau de l'opérateur. Et donc ça, en fait, c'est des applis que vous allez vraiment coder. Il y a ce qu'on appelle des opérateurs SDK. Il y a des événements sur lesquels vous allez souscrire, que vous allez déclarer, pour pouvoir interagir justement avec les nouvelles ressources et pouvoir faire justement les gérer et en faire quelque chose. Exactement. Donc pour faire simple, on peut ajouter des comportements à Kubernetes pour qu'il gère de nouveaux types de ressources. Loïc, il a besoin d'un nouveau type de ressource, c'est-à-dire d'avoir un cluster PostgreSQL production ready. Donc ça veut dire que ça, soit c'est toi qui vas le faire, cet opérateur Postgres, pour gérer tout ça, les montées de version, les backups, exactement, les point-in-time recovery. C'est pas juste un Postgre là qu'on installe, en fait, c'est vraiment un Postgre production ready. Qui va, en fait, l'opérateur va nous gérer tout ce qui est réplica, les montées de version de manière très très simple, les backups, les point-in-time recovery, le failover va être aussi automatisé. Mais du coup, est-ce qu'on est les seuls à avoir besoin d'un opérateur Postgres? On n'est pas les seuls. Nous, on a fait le choix d'une implémentation qui est l'opérateur PostgreSQL de Zalando. Voilà, Zalando, donc ils font des chaussures et des opérateurs PostgreSQL. Et ils font peut-être même mieux les opérateurs que les chaussures. Ils font mieux les opérateurs que les chaussures parce que c'est l'implème Patroni pour ceux qui connaissent et c'est très très utilisé. Donc vous avez un site qui s'appelle operatorhub.io qui est un GitHub de l'opérateur et qui permet du coup d'aller chercher un peu tous ces opérateurs communautaires plus ou moins suivis, plus ou moins à jour, plus ou moins buggés, etc. Donc faites attention à ça, mais qui permettent du coup de profiter de cet écosystème. Voilà. Oui, si on résume, là, ce que tu viens de faire, en installant l'opérateur, c'est que tu viens d'installer un DB as a service, donc un RDS à nous, dans notre cluster, gratos. C'est exactement ce que je te dis, Loïc. On a fait ça gratuitement. Et dans notre cluster Kubernetes, donc, on est agnostique puisque l'opérateur va pouvoir tourner dans n'importe quel cluster Kubernetes, vu que Kubernetes, l'API est standard. Côté implémentation, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? En fait, l'opérateur, c'est du socle technique. Et vous l'avez vu, le socle technique, où est-ce que ça s'installe? C'est le config management, socle technique. Donc on va rajouter un rôle dans Ansible. Donc on a rajouté un rôle PostgreOperator dans Ansible. L'opérateur Postgre, on a aussi besoin de gérer des backups. Pour le backup, nous, on a choisi de le mettre dans un S3. Le S3, donc c'est plus côté infrastructure, c'est le I de ICA. Du coup, on a dû aussi faire évoluer notre code Terraform pour déployer nos buckets pour mettre nos backups de notre base de données. Ouais, donc ça a quand même touché à beaucoup de choses. Bon, tu as commis tout ça sur le repo Takiwan Infra, on a relancé le pipeline et boum, ça y est, c'est fait. Donc moi, je vais pouvoir créer ma ressource de type PostgreSQL. C'est un type de ressource qui n'existait pas avant qu'Aurel rajoute son opérateur dans Kubernetes. Et boum, ça me spawn un cluster production ready de Postgres et moi, j'adore. Ça, c'est cool. Et donc, toutes ces ressources YAML, où est-ce qu'on va les mettre?
eh ben, on va créer un nouveau repository, parce que là, on n'est plus vraiment dans de l'infrastructure, on est dans des descripteurs de mes ressources applicatives. Donc, on crée un deuxième repo, TakiOne Apps, et dans ce repository, on va mettre toutes nos ressources YAML qu'on a créées ensemble. Par contre, on n'a pas encore de process GitOps pour déployer tout ça, on va le voir juste après. À retenir. Les ressources Kubernetes, finalement, c'est assez simple à mettre en œuvre. Même les devs peuvent le faire, donc je vous rassure, c'est vraiment très très simple. La gestion de la donnée persistance, c'est possible et c'est simple, notamment quand on est dans un contexte cloud provider avec du Kubernetes as a service. La persistance arrive avec le cluster. En revanche, gérer des vraies bases de données prod ready, ça c'est un autre problème. Et donc, pour voler à la rescousse de ce besoin, mais aussi pour étendre un peu à l'infini les comportements de Kubernetes, on va pouvoir utiliser les opérateurs. Et grâce à eux, on va avoir des vrais services managés dans notre cluster, mais on peut spawner aussi facilement un GitLab de manière entière, un cluster ECK. On va pouvoir vraiment spawner des écosystèmes d'appli entiers très facilement. Donc ça, c'est vraiment le méga super pouvoir de Kubernetes. Entre autres, ouais. Donc où est-ce qu'on en est? On a vu l'épisode 1, infra-provisioning, notre code Terraform, on a créé, on a tout mis dans un repo TakiOne Infra. Épisode 2, le C de ICA, on a configuré notre socle technique, Ansible, et on l'a mis à jour notre pipeline pour pouvoir déployer ce socle technique. L'épisode 3, on a ajouté un opérateur Postgre au socle technique, on a créé un nouveau repo TakiOne Apps dans lequel on a mis toutes nos ressources Kubernetes qui définissent notre applicatif 3 tiers. Du coup, là, ça y est, on a notre appli 3 tiers qui est en prod. Exactement. On ira la voir un peu plus tard en démo. Elle est belle, elle est là. Par contre, Aurel, si je comprends bien, là, tu as touché à tout. Tu as touché à Terraform, tu as touché à Ansible pour installer ton opérateur à chaud, comme ça, sur la prod. C'est vrai que j'ai peut-être fait ça. Parce que moi, je connais quelques ops et ils me disent que ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on ne fait pas sur la prod tout de suite. Ça, c'est interdit de mettre à jour directement en prod. C'est vrai que n'importe quel ops qui se respecte ne ferait jamais ça. Il paraît qu'une prod, en fait, ça ne suffit pas. Donc, ça tombe bien, c'est l'objet de l'épisode 4, comment on va gérer plusieurs environnements. En fait, il va falloir faire évoluer toute notre infrastructure as code qu'on a fait précédemment. Donc l'infra-provisioning Terraform, le config management Ansible et l'application orchestration Helm, par exemple. Comme on a bien fait les choses, a priori, ça devrait aller vite. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Terraform il intègre nativement la possibilité de gérer du multi-env. Donc rapidement, comment ça fonctionne? On va pouvoir déclarer des TF-var pour pouvoir spécifier des fichiers de variables. Voilà, exactement, qui vont nous permettre de spécifier comment on va déployer notre prod ou notre staging, notre pré-prod. Et il s'appuie également sur des back-ends, donc un prod back-end et un back-end de staging. Côté Ansible, deuxième bonne nouvelle, il gère aussi le multi-env avec la notion d'inventaire. On va pouvoir créer des inventaires Ansible pour pouvoir déployer des rôles différents. Et le côté applicatif, Loïc, est-ce que c'est aussi simple? Troisième bonne nouvelle ou pas? Ça commence bien en tout cas parce que c'est facile. Moi, j'ai juste à trouver des nouveaux noms de domaine et mettre ça dans mes variables, les imaginer. Ça va être simple. Par contre, dès que je regarde un peu mes ressources Kubernetes, ça, c'est une ressource de type config map où je vais déclarer des variables d'environnement. Et là, je commence à être embêté. Bah ouais, parce que moi, j'avais écrit mon URL en dur. Donc ça marche génial pour un environnement, mais quand je commence à en avoir plein, ça va être le bordel. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des copier-coller de mes dossiers par environnement? C'est impossible à maintenir. C'est pas très scalable ça. Donc nous, quand on fait du dev, on est quand même un peu malin, les devs, et ce qu'on aime bien, c'est de templater nos ressources. Et donc là, c'est la bonne nouvelle, c'est que Helm, on vous l'a présenté tout à l'heure comme package manager, mais en fait, en plus de ça, c'est un moteur de template. Donc en fait, je vais reprendre toutes mes ressources dans mon repo TakiOne Apps et je vais commencer à les templater. Alors c'est du templating moustache, c'est moche, mais ça permet aux ops de se sentir à l'aise avec le peu de code qu'ils savent faire. Donc tant mieux pour eux. Et donc on va pouvoir créer ce qu'on appelle un chart Helm avec un descripteur de fichiers avec des valeurs par environnement. Je vais pouvoir redécouvrir du coup des valeurs par env et là du coup c'est des fichiers de conf que nous on va créer très simplement et qu'on va pouvoir faire varier d'un environnement à l'autre et ça c'est très bien. Donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on a pu passer de 1 à plusieurs environnements mais bon ça a quand même nécessité de toucher à notre infrastructure ICA. Quand c'est bien fait c'est rapide, okay. Et une fois que c'est fait c'est ça qui est génial, c'est qu'après on va pouvoir ajouter autant de nouveaux environnements qu'on a besoin. Eh bien, ça, c'est génial. Donc, où est-ce qu'on en est? Épisode 1-2, on a fait le TakiOne Infra avec le I et le C. Épisode 3, on a ajouté un opérateur.
au socle technique, on a créé notre repo applicatif, on a mis nos ressources dedans. Ensuite, on a ajouté la prise en charge des multiples environnements. Donc, on a bougé un petit peu tout et on a templaté nos ressources dans TakiOne Apps pour fonctionner avec Helm. Super, j'ai mon appli 3 tiers en prod et en staging. Donc, ça, on est très content, génial. Côté pipeline, il y a des choses qui ont changé aussi, c'est-à-dire que j'ai les mêmes stages, mais je vais avoir des jobs qui vont être par environnement cette fois. En parallèle. Et d'ailleurs, des TF state aussi différents par Exactement. environnement, évidemment. Et pour mon pipeline GitOps pour les apps, On aurait pu faire ça. on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu faire un pipeline qui allait déployer avec Helm dans les clusters. Mais on va trouver un truc un peu plus malin plus tard, alors on oublie un peu ça. Donc on pourrait s'arrêter là, je crois. C'est vrai. On a une appli fonctionnelle. Je crois que la promesse est là. Hein. Mais il nous reste 10 minutes, donc... Peut-être qu'on a fait d'autres promesses aussi. On a peut-être fait la promesse d'avoir de l'observabilité, du dashboard, une centralisation des logs, par exemple. La question, c'est où est-ce qu'on met tout ça? Est-ce qu'on met ça en prod? Est-ce qu'on met ça en pré-prod? En fait, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Si on met toutes ces fonctions-là dans chaque cluster, bon, déjà, c'est super lourd. Et puis, je ne vais pas pouvoir faire du monitoring cross-cluster non plus. Donc, ça, c'est des fonctions transverses, en fait. Donc, Exactement. pourquoi est-ce que je les mettrais sur chaque environnement? Ce n'est pas très transverse. C'est pas très transverse. Et quand on a un truc transverse, qu'est-ce qu'on fait? On centralise. Et ici, notre outillage transverse, on va le mettre dans un cluster qu'on va appeler le cluster technique. Ça tombe bien, c'est l'épisode 5. Comment on va gérer un cluster technique? En fait, le cluster technique, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir tout l'outillage transverse, donc par les Loïc, le contrôle, l'observabilité par exemple. Et donc, c'est un cluster de prod qui est transverse à tous les autres clusters. Il sert à centraliser toutes les fonctions hop. Un truc important sur lequel tu es passé, c'est que ce cluster ne run pas d'appli core business. Okay, il ne fait pas tourner vos apps, il n'est là que pour les fonctions transverses. Exactement. Comment ça va se passer au niveau de l'implem? En fait, ça va être assez simple, on va retoucher à tout. Donc au niveau de notre ICA, mais ça va être assez simple parce qu'on a vu qu'au niveau Terraform, on peut ajouter facilement des environnements. Hyper simple parce que notre cluster technique, c'est du Kubernetes avec VPC, etc. Très simple à faire. Ansible, on va aussi retoucher à tout. Mais par contre, Ansible, on va peut-être avoir des rôles différents. Peut-être que notre cluster technique n'a pas besoin d'un opérateur Postgre. Donc, on va avoir des rôles différents dans nos Ansible. Par contre, on va installer peut-être un Vault, un Sentry, un Prometheus. Voilà. Donc ça, c'est peut-être des choses que je vais mettre dans mon config management. Donc, on va gérer les rôles Ansible un petit peu différemment. Et surtout, le cluster tech, il va manager tous les autres clusters. Okay. Donc, un cluster technique, c'est un environnement de prod qui va être transverse à tous mes clusters. Il va mutualiser les outils de contrôle et de gestion des autres environnements, et c'est lui aussi qui va centraliser toute la partie observabilité. Épisode 1.2, on a mis en place le TakiOne Infra. Épisode 3.4, on a mis en place les ressources applicatives, le A de ICA. Épisode 5, on s'est focalisé sur le cluster technique qui est transverse. On a mis en place les contrôles d'accès, donc ça y est, on manage nos clusters depuis le cluster technique. Notre récit, il est complet, c'est magnifique. Il nous reste un truc. C'est vrai. Comment est-ce qu'on gère le déploiement de mes applis? Le fameux job qu'on aurait pu mettre dans la pipeline, mais qu'on n'a pas mis. Et donc ça va nous permettre d'aller plus loin en GitOps. Rappelons-nous, le GitOps, ça me permet de synchroniser un peu ma définition, le plan de mon infra quelque part que j'ai mis dans Git, avec son état réel. En fait, on fait du GitOps depuis le début de cette conférence. On le fait avec nos pipelines. Git est la source de vérité de notre infra, et nos pipelines nous permettent de déployer ce qu'on veut et nos changements sur l'infra ou sur les apps. Donc ça marche. Mais le truc, c'est qu'on fait du GitOps en mode push. Je m'explique. Imaginons que mon code Terraform, il fonctionne, je l'applique, je le mets sur l'infra, mais qu'Aurélien, ou un ops un peu moins compétent, décide d'aller dans sa console AWS et d'aller changer des trucs à la main. Personne ne fait ça, bien sûr. On appelle ça des drifts. Okay, donc je crée un écart, etc. Là, en fait, à part en relançant ma pipeline, je n'ai pas de capacité de pouvoir monitorer ce drift et vérifier. En réalité, pour l'infrastructure, ce n'est pas grave. Parce que ça ne change pas souvent, on ne change pas tous les jours nos buckets, nos CDN et toutes nos ressources. Par contre, si j'agis manuellement sur la partie applicative, ça arrive beaucoup plus souvent. Donc ce drift, il va être dérangeant pour la partie appli. Et donc, on peut aller plus loin avec le GitOps pour les applis. Là, ça vaut le coup. Et donc, c'est là qu'on parle en général d'Argo CD, Flux ou de ces outils GitOps qui sont là comme pour être un chef de chantier qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont le seul objectif est de s'assurer tout le temps qu'il y a une correspondance parfaite entre
l'aspect de l'infra dans mon repo Git et l'état de l'infra. Il n'est là que pour le A, les ressources applicatives du ICA. Alors, Argo CD, où est-ce qu'on va l'installer? C'est un outil transverse, il va dans le cluster technique. Très bien. Eh bien, génial. Épisode 1.2, TakiOne Infra. Épisode 1.3.4, TakiOne Apps. Épisode 5, le cluster technique, le contrôle d'accès, l'observabilité, etc. Et l'épisode 6, ça y est, maintenant, on a un process qui permet de monitorer ce qui se passe dans mon repo applicatif et de les appliquer dans le cluster et vice-versa. Plutôt que de vous faire un long discours, on a décidé de vous le montrer. Exactement, puisque tout ce qu'on vous a montré, en fait, il y a une implémentation qui existe, et elle existe où, cette implémentation? On a mis tout ça dans Git. Donc ce qu'on va voir, c'est on va déjà... tout le monde voit à peu près, c'est bon? Ou je peux un petit peu zoomer? Ouais, je peux peut-être zoomer un petit peu, voilà. OK, donc là, je suis dans Rancher. Rancher, c'est quoi? C'est un dashboard qui fait partie justement du cluster technique qui permet de piloter tous nos autres clusters. On a le local cluster technique, la prod, le staging. On retrouve notre infra. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller voir tout notre workload de notre production. Ce qu'on va pouvoir voir aussi, on a promis du monitoring. Hop, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a installé le monitoring avec, on va voir si le réseau fonctionne. Voilà, on a notre monitoring de notre cluster de prod. On aurait la même chose en cluster de staging. On a promis des logs centralisés. Ils sont là. Donc c'est un Elasticsearch qui a été déployé via notre socle technique dans notre cluster technique. Tout est centralisé dans un Elasticsearch. OK, ça c'est pour la partie infrastructure, tous nos clusters. Comment ça fonctionne tout ça? On va aller dans nos repos. On va retrouver les deux repos dont on vous a parlé. Donc le premier, c'est TakiOne Infra, exactement. où on vous retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les ressources Terraform, les ressources Ansible, et puis on va aller voir ici nos pipelines. Et il est là, très bien. Dans le pipelines, vous allez retrouver les stages différents dont on vous a parlé tout à l'heure. Et cette fois-ci, vous voyez, il y a prod, staging, et il y a aussi ce qu'il faut pour le cluster technique. Donc là, on n'a pas encore destroy, hein. On attend la fin de la... Voilà, on attend la fin de la... Il ne faut pas oublier ça, hein, par contre. Voilà. Parce qu'il y a un prix. Aurélien a un passif. Ouais, il y a des ressources qui restent. Il y a eu des tickets ouverts. Voilà, et puis là, on va revenir dans notre repository, cette fois applicatif. Donc, vous le voyez, on a nos values. Nos values, c'est nos fichiers de conf par environnement. Donc là, on a toutes ces choses-là. Et puis, quand on va voir les templates, on va retrouver nos fichiers de config templatés ici magnifiquement par ce truc-là. Est-ce qu'on peut voir si cette prod fonctionne? Alors, on va voir. Hein. Tu avais mis quoi comme URL ici? Je crois que c'était www.taki.one. Alors, si on va... normalement, il est spécifié ici, hein, finalement. Hein. Le front, il est là. Donc, tu as mis ça comme valeur sur le Helm. On va aller voir s'il fonctionne. Tac. C'est magnifique. Notre computer database fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on peut montrer peut-être l'auto-healing de Kubernetes? Alors, l'auto-healing de Kubernetes, on va pouvoir aller dans Rancher, aller voir notre workload ici. Donc, on est ici. Là, c'est notre appli qui fonctionne. Donc, vous voyez, on a même nos backups. Hein. Tu les as mis tous les combien? Ouais, je sais pas. Toutes les 5 minutes. J'ai l'impression que toutes les 5 minutes, tu backup, Loïc. Et du coup, on a notre base de données. On n'est jamais ici. trop prudent. On a 3 réplicas. on a 3 réplicas de notre base de données et on a 2 réplicas de notre front. Là, ce que je vais faire, c'est je vais détruire notre front ici. Donc là, tu détruis les pods. Donc nous, dans notre imaginaire, imaginez qu'un pod, c'est un conteneur. Et là, on voit qu'il se recrée directement. Voilà, donc Kubernetes, il a une consigne. Et dans la consigne, on lui a dit, je veux que tu aies toujours 2 répliques de cette image-là dans ton cluster. Exactement. On a créé un drift à la main. Et Kubernetes, il fait ce qu'on appelle de l'auto-healing. Il est en train de les recréer tout seul. Vas-y, regarde. Donc là, on avait quelques secondes. Et voilà. Donc là, il est revenu notre front. Donc ça, c'est déjà pas mal. Sauf que l'auto-healing de Kubernetes, il ne se situe qu'au niveau des pods. Si par exemple, ne faites jamais ça chez vous, d'accord? Nous sommes des professionnels. Ok. Si on décidait d'enlever un deployment, vas-y, enlève d'autres trucs, un ingress, tiens. Enlève carrément la publication. Soyons fous. Voilà. Et enlève-moi le secret ou la config map, comme ça, il n'y a plus rien. Vraiment, on chante le truc. Je t'enlève des configs? Allez, une petite config map. Voilà, parfait. Allez, génial. Peut-être pas le cube root CA, allez, parce que là, celui-là, je ne sais pas si on va pouvoir s'en relever. Allez, je t'enlève ta config. Mais celui-là, ok, nickel. Alors, normalement, Argo CD, rappelez-vous, il monitore tout le temps ce qui se passe, donc si là, ça va bien. Donc là, on n'est même plus en 503, on est en 404, c'est-à-dire on a un autre balancer qui tape sur rien. Voilà.
Donc c'est là qu'on doit présenter Argo CD. Donc Argo CD, rappelez-vous. Donc vous voyez, il est déjà en PLS. Hein. Là, il n'est pas bien. On a désactivé l'autosync pour que vous puissiez le voir. Là, il dit, mais attends, là, moi, dans Git, tu m'as dit qu'il y a un ingress, qu'il y a de la config, tout ça. Et en fait, j'observe que c'est plus du tout ça dans l'infra. Donc ça va pas du tout. Et donc d'habitude, il fait de l'auto-healing parce qu'il y a de l'autosync. Nous, on l'a désactivé, mais on va pouvoir le resync. Hop, on va resynchroniser tout ça. Et donc, du coup, il va aller regarder la source de vérité, il va voir qu'il y a un drift, et il va dire, bah attends, moi, c'est pas ça qui m'était demandé. Et là, il est en train de corriger le drift. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il va dans le Secrets Manager, centralisé, ici, voilà. Il va repull le secret, il va créer la ressource qui manque dans le cube, il va recréer les conteneurs, repull les images, recréer le certificat TLS, republier l'ingress, etc., etc. Et il fait tout ça tout seul, en permanence. Et donc, si on retourne ici, ah, parfait, le front est remis. Et voilà. On récapitule rapidement. On a fait une appli 3 tiers scalée, backupée, avec 2 environnements, un de prod et un de staging. Tout ça, ça a été mis dans 2 clusters managés dans EKS, qui est le Kubernetes managé d'AWS. Pour le cluster technique, on a créé donc un nouveau cluster avec toute la stack d'observabilité, Prometheus, les logs, Rancher, Argo CD. On a mis tout ça dans 2 repositories GitOps. Voilà. On a un pipeline qui fonctionne bien avec le plan, voilà, tout ce qui reflète notre infrastructure IC. Et le A, il est là. Pour l'applicatif, c'est Argo CD qui va se charger de cette correspondance en temps réel avec nos différentes applis. On est full GitOps. Git est la seule source de vérité pour tout ce qui concerne l'infra et les applis sur l'infra. Donc, on est content, on est plutôt pas trop mal. bien. Mais on a quand même quelque chose d'important à vous dire avant de vous laisser. Déjà, c'est qu'il existe une version 3 heures de cette conf en ligne où on va beaucoup plus dans les détails, où on vous explique en profondeur chacun de ces outils. On fait du live coding et on bâtit ça avec vous. Donc, on vous invite, si ça vous a plu, à aller la voir. Ça vous permettra d'aller un peu plus loin. Et ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que Kubernetes, c'est un outil dingue. L'écosystème Kubernetes est assez dingue. Ça permet d'avoir un niveau de résilience, ça, on l'a vu, hyper poussé, d'avoir une organisation DevOps sans compromis. Et Kubernetes, c'est accessible. En fait, ce n'est pas si compliqué, mais quand même un petit peu. Ça reste quand même un petit peu complexe, surtout l'écosystème Kubernetes est complexe. Il faut comprendre tous les outils qui existent. Et ce qui est important, la chose importante, c'est de ne pas mettre en prod un outil que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est la règle d'or. Si vous ne maîtrisez pas un outil, on ne va pas en prod avec. Yes. Et sachez qu'en 40 minutes, on ne vous a pas tout dit. Déjà, on vous a caché des petits trucs, on a passé des choses sous silence. Donc, on a quand même 2 cadeaux aussi. C'est que, on a open sourcé pour que vous ayez une implème de référence hyper propre de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc ça, c'est voilà. Donc les repos dans lesquels on a navigué, c'est open sourcé. Vous pouvez aller voir un petit peu comment est faite l'implème et l'adapter pour chez vous, par exemple. Faites-vous plaisir. La dernière chose, c'est qu'on va vous inviter, on va vous faire gagner 3 invitations à une formation Kube et GitOps par des formateurs que vous connaissez déjà, du coup, qui est une formation qui est top, même si on n'est pas très objectif, mais qui permet d'apprendre à faire toutes ces choses-là. Donc, il y a un petit lien ici ou un QR code. Vous vous inscrivez, on fera un tirage au sort dans quelques semaines et on invitera les gagnants. C'est une belle formation qui coûte assez cher, donc profitez-en. Donc là, il y a du monde, il faut voir un petit peu les chances de réussite. Mais en tout cas, merci de votre attention et on est dispo si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas entendu les applaudir. Alors, s'il vous plaît, applaudissez correctement. Allez, encore. Merci.